Voyons comment utiliser les outils précédents pour prédire les structures cristallines. Pour résumer, dans le cas d'un site interstitiel cubique, il faut que le rapport du rayon de l'élément inséré sur l'élément hôte soit de 0,732. Dans le cas d'un site octaédrique, ce rapport doit être de 0,414. Et dans le cas d'un site tétraédrique, ce rapport doit être de 0,225. Pour rappel, dans le cas des alliages métalliques, ce rapport doit être inférieur à la valeur limite. Dans le cas des solides ioniques, ce rapport doit être supérieur à la valeur limite. Voyons le cas des alliages métalliques d'insertion. La prédiction de l'existence d'un tel alliage à partir des rayons métalliques et atomiques vient du fait que le réseau métallique doit rester au contact. Donc l'élément inséré doit être plus petit que la taille du site interstitiel. Dans le cas des sites octaédriques, le rapport doit donc être inférieur à 0,414. Dans le cas des sites tétraédriques, le rapport doit être inférieur à 0,225. Prenons par exemple le cas des alliages nickel-carbone. Première chose, il faut savoir quel type de solution solide est envisageable, quel type d'alliage. Si on compare le rayon de l'élément nickel métallique et le rayon de l'élément carbone, nous voyons qu'il y a une grande différence entre ces deux valeurs et il y a également une grande différence d'électronégativité entre ces deux éléments. Du coup, un alliage de substitution est peu probable et il faut envisager le cas d'un alliage d'insertion. La question se pose alors de quel site peut accepter l'élément carbone. Si on calcule le rapport du rayon de l'élément carbone sur le rayon de l'élément nickel, nous obtenons une valeur de 0,616 qui est inférieure à la valeur limite de 0,225 des sites tétraédriques, qui ne peuvent donc pas accueillir l'élément carbone, et qui est également inférieure à la valeur de 0,414, qui est la limite des sites octaédriques, qui ne peuvent pas accueillir l'élément carbone. A priori, ces alliages nickel-carbone ne peuvent donc pas exister. Toutefois, si on calcule le rayon maximum de l'élément qui peut s'insérer au sein de la maille du nickel, nous voyons que nous obtenons une valeur de 52 picomètres, qui n'est pas si éloignée que ça de la valeur du rayon du carbone. Ces alliages peuvent donc exister à condition d'avoir une dilatation ou une déformation de la maille du nickel. Essayons maintenant de prédire la structure adoptée par les solides ioniques. Dans cette situation, les ions de même charge ne doivent pas être au contact. Il faut donc que les ions de charge opposés soient suffisamment gros pour les éloigner les uns des autres. Alors comme la description la plus simple de ce type de solide est d'insérer les petits ions au centre des lacunes qui existent au sein du réseau formé par les gros ions, nous avons possibilité de rencontrer des sites interstitiels cubiques, octaédriques ou tétraédriques suivant la structure envisagée. Pour le cas de CSCl, les petits ions occupent le site cubique laissé par les gros ions, typiquement les ions CS+. Il faut donc que le rapport soit supérieur à 0,732. Pour la structure NaCl, les ions occupent les sites octaédriques de la structure. Il faut donc que le rapport soit supérieur à 0,414. Enfin, pour la dernière structure envisagée, ZNS phalérite, les sites occupés sont de type tétraédrique. Il faut que le rapport soit supérieur à 0,225. Nous avons donc 3 rapports limites, mais si la valeur du rapport des rayons ioniques permet d'envisager plusieurs structures, par exemple un rapport de 0,8, nous retiendrons la structure de coordinance maximale. Nous pouvons donc compléter ce tableau en rajoutant la valeur maximale de ce rayon, qui pour NaCl doit être de 0,732. Pour ZNS, elle doit être égale à 0,414. Pour envisager la structure CSCl, le rapport des rayons ioniques doit donc être compris entre 1 et 0,732. Pour envisager la structure NaCl, ce rapport doit être compris entre 0,732 et 0,414. Pour envisager la structure ZNS, ce rapport doit être compris entre 0,414 et 0,225. Prenons l'exemple du sulfure de magnésium, MgS. Nous devons donc trouver les rayons ioniques correspondant aux 2 ions constituant la structure. Nous voyons dans les tables qu'il y a plusieurs colonnes. Une première colonne désignant la coordinance de l'ion et une deuxième colonne encadrant les valeurs de rayons ioniques qui correspond à la charge de l'ion. Dans le cas de l'ion magnésium, il n'existe que sous la forme de plus, mais par exemple, dans le cas de l'ion sulfure, nous avons plusieurs charges possibles. Est-ce que la structure CSCl est envisageable pour MgS? Il faut aller chercher les valeurs de rayons ioniques correspondant à la coordinance. Donc dans le cas de l'ion Mg2+, nous retiendrons la valeur de 103 picomètres. Pour l'ion S2-, nous allons donc chercher
les valeurs correspondant à une charge 2 fois moins pour le soufre, et nous n'avons pas de valeur correspondant à la coordinance 8. Nous retiendrons donc la valeur la plus proche, à savoir 170 picomètres. En calculant le rapport de ces rayons ioniques, nous trouvons une valeur de 0,606 qui est inférieure à la valeur limite de 0,732 pour cette structure, qui ne peut donc pas être envisagée. Passons donc à la structure NaCl. Avec une coordinance de 6, nous devons donc prendre la valeur du rayon ionique de l'ion Mg2+, correspondant à cette coordinance, à savoir 86 picomètres. En calculant le rapport des rayons ioniques, nous trouvons une valeur de 0,506 qui est supérieure à la valeur limite de 0,414. Cette structure NaCl peut donc être envisagée. Passons maintenant à la dernière structure envisageable, à savoir la structure ZNS sphalérite. Avec une coordinance de 4, nous devons utiliser une valeur de rayon ionique pour l'ion Mg2+, de 71 picomètres. En calculant le rapport des rayons ioniques, nous obtenons une valeur de 0,418, qui est bien supérieure à la valeur limite de 0,225 pour cette structure. ZNS est donc également envisageable. Pour résumer, nous avons deux structures possibles, NaCl et ZNS. On retiendra celle de coordinance la plus élevée, à savoir NaCl. Pour résumer, la prédiction des structures des alliages d'insertion et des solides ioniques repose sur le calcul du rapport des rayons, donc des rayons ioniques pour les solides ioniques et des rayons métalliques ou covalents pour les alliages d'insertion. On compare ce rapport aux conditions limites des sites interstitiels que nous avions établis précédemment. Je vous remercie de votre attention.